Et c'est vrai qu'il faut expliquer pourquoi ce qui arrive à Radio France arrive alors que c'est déjà arrivé dans d'autres entreprises depuis très longtemps. On a tous en mémoire la privatisation de France Télécom dans les années 1990, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir que dans l'industrie automobile, dans la sidérurgie, j'ai fait ma thèse sur la sidérurgie, on trouve ça encore bien plus tôt dans l'histoire. Donc je voudrais articuler mon intervention, et donc j'espère ne pas dépasser le temps, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Tout d'abord, en se posant la question, est-ce qu'il y a vraiment nécessité, est-ce que ça obéit vraiment à une rationalité? C'est deux questions, puisque toujours quand on réorganise, on nous dit il n'y a pas d'autre issue possible, et c'est aussi la plus raisonnable. Donc celle qui fait le plus appel à la rationalité. Donc le premier temps de mon intervention, ça serait d'où ça vient. Effectivement, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de très loin. Dans un deuxième temps, je voudrais aussi que l'on cherche à comprendre pourquoi maintenant Radio France. Et dans un troisième temps, je pense qu'on va se quitter là-dessus, dire pourquoi à la fin c'est nous qu'on gagne. Et je pense qu'il y a des éléments pour dire qu'à la fin c'est nous qu'on gagne. Je ne veux pas faire le prophète, mais je ne dirai pas quand. Je dis à la fin c'est nous qu'on gagne. Alors, dans un premier temps, d'où ça vient? Eh bien, il faut retourner plusieurs siècles en arrière pour relire un texte d'Adam Smith, paru en 1776, qui est le texte sur la manufacture des pains. Et que nous dit-il? Eh bien, que si on rationalise le travail, on le divise, eh bien, on va multiplier par 10, par 100, par 500 peut-être, la productivité de chaque salarié. Alors, ce qu'il ne dit pas immédiatement, c'est que ça suppose qu'il n'y ait aucun temps mort. Et évidemment, ce qui se pose déjà au XVIIIe siècle, c'est la question de perte de la qualification du travailleur, puisque chaque travailleur n'a plus qu'une seule opération à effectuer. Alors, il explique qu'il y en a un qui tire le fil, un autre qui le coupe, un autre qui les moule, etc. Bon. Et puis la deuxième chose, mais ça il s'en rend compte un peu plus loin dans le livre, c'est que ces conditions de travail qu'il préconise sont tout simplement insupportables. Voilà. Et je crois que ça, c'est ce qui va traverser mon idée dans la première partie, c'est qu'il faut voir d'où ça vient, il faut voir comment ça se met en place, et il faut aussi voir pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Et on le sait, on essaye toutes les sortes de méthodes pour chasser le temps mort, pour déqualifier, et au final, on peut conclure que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est intéressant de voir qu'il finalement, il est son propre critique. C'est-à-dire que d'un côté, il nous dit c'est super la simplification du travail, ça va même favoriser l'innovation, on ne voit pas pour quelle raison, mais quelques pages plus loin, il nous dit ben, ça fait des abrutis, ça fait des gens qui n'ont plus la force de réfléchir, parce qu'ils sont déqualifiés justement, sont démobilisés, donc ça nuit à l'innovation. Alors ensuite, il y a un autre personnage que l'on connaît tous, c'est Taylor. Alors Taylor, c'est un ancien ouvrier qui est devenu ingénieur. Et lui, il a une obsession, et c'est la même qu'Adam Smith, c'est chasser le temps mort. Donc il invente le chronomètre, celui qui va étudier le meilleur geste possible à effectuer dans le moins de temps possible. Alors en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'accompagne de deux choses. La carotte et le bâton. La carotte, c'est le paiement en pièces. Si vous voulez beaucoup gagner, il faut beaucoup produire. Et puis le bâton, c'est-à-dire qu'il faut le contremaître. Et là, le contremaître, c'est l'élément essentiel pour que ça fonctionne. C'est un coût supplémentaire. C'est une autre organisation du travail militarisée, mais on ne peut pas faire sans contremaître. Et le troisième personnage, c'est Henry Ford. Alors Henry Ford, c'est quelqu'un qui a voulu augmenter ses salariés, et son idée, c'était qu'il fallait avoir une méthode de production qui corresponde à une méthode de consommation. Il ne faut pas seulement avoir une meilleure rationalisation du travail, donc c'est lui qui a inventé, qui a généralisé le tapis roulant, hein, le moteur qui véhicule la pièce pour que le salarié n'ait pas à se déplacer. Il fallait aussi que les mêmes producteurs deviennent des consommateurs. Alors ce qui est amusant, si l'on veut, c'est que c'était un type qui était d'extrême droite, qui était un sympathisant du chancelier Hitler, mais qui passe pour un précurseur du socialisme. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté les salaires de ses ouvriers, il a rendu la voiture accessible à tous les ouvriers. Bon. Alors je vous disais, déjà, là, on arrive, c'est l'industrie automobile aux États-Unis, c'est plus précoce qu'en France, bien que l'automobile existe en France, mais c'est un travail artisanal. Et Renault veut importer les techniques de Henry Ford. Et dès avant la Première Guerre mondiale, il y a un tract de la CGT contre l'Organisation scientifique du travail, qui dit que cette organisation scientifique du travail, ça sert à produire des abrutis. On ne peut pas penser, quand on fait toujours le même geste,
on est plus imaginatif, mais surtout on est plus revendicatif. Et c'est là que intervient une information importante, on est plus revendicatif, parce que le patronat en France, pendant tout le 19e siècle où la France s'industrialise, a un problème, c'est l'ouvrier de métier. Pourquoi l'ouvrier de métier? Parce qu'il est indépendant. L'ouvrier de métier qui maîtrise bien sa qualification, on l'appelle le sublime. Il y a un livre qui s'appelle Le Sublime qui reprend, en fait, c'est le livre, c'est le journal d'un patron qui raconte la classification qu'il fait de ses salariés. Et alors, le sublime, donc, il a plusieurs défauts. Déjà, il est syndiqué. Alors, je vous rappelle que le syndicalisme en France est illégal jusqu'en 1884. Ça n'empêche pas qu'il existe, mais il est très fortement réprimé. Et puis, il pose ses conditions. Il impose ses conditions au patron. Et il pratique cet art merveilleux de la Saint-Lundi qui consiste à ne pas venir le lundi. Et quand il vient le mardi, il dit à son patron, écoute, si t'es pas content, il y a 100 employeurs qui me veulent. Donc, je fais ce que je veux. Alors, vous comprenez pourquoi, à ce moment-là, l'objectif, c'est retirer la qualification des ouvriers pour la transférer à ce qu'on appelle le bureau des méthodes. Donc il faut déqualifier l'ouvrier. Et on arrivera à une séparation. Avant, il y avait des ouvriers de métier, puis il y avait les manœuvres, tout le monde n'était pas forcément qualifié. Mais on arrive à une nouvelle différenciation entre l'ouvrier qualifié et l'ouvrier non qualifié, qui sera l'ouvrier spécialisé. Alors, donc, que voit-on au XXe siècle? Eh bien, on voit la généralisation de l'OST. Qu'est-ce que c'est que la libération et l'aide américaine? Ça, on l'oublie très souvent, parce qu'on voit dans l'aide américaine, dans le plan Marshall, une aide à la reconstruction. Or, c'est pas que ça. Il faut voir les accords qui ont été signés avec Léon Blum à l'époque. C'est une aide à la modernisation, c'est-à-dire que l'appareil productif ne doit pas être reconstruit seulement, il doit être reconstruit avec les techniques de production qui nous viennent des États-Unis. Et à cette époque-là, on voit des sociologues qui font le voyage aux États-Unis pour s'initier à la sociologie américaine, mais exactement comme on envoie des ingénieurs, comme on envoie des psychologues, des chimistes aux États-Unis. Tout doit être apporté des États-Unis. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous avez un fort courant anticommuniste de l'opinion française qui est connu souvent à travers un film de la CGT où on voit un vendeur de Coca-Cola, représente Coca-Cola, qui se fait expulser du bar parce qu'on lui dit on ne veut pas de ça chez nous, on a du vin. Bon. Ça, c'est le contexte de l'époque sur un fond de guerre froide. Et donc, je disais que ces techniques de production, elles se généralisent en France. À peu près 7 ans après, moi je le vois par rapport à ce que j'ai étudié en 1952, l'usine sidérurgique chez nous redémarre, donc c'est en route. Et donc, on est à 48 heures par semaine. Il faut savoir que les conditions de travail sont plus dures. Enfin, les droits des travailleurs sont moins importants que sous le Front populaire, dégradation. Donc, on travaille énormément jusqu'à 1967-1968, moment où les gains de productivité vont commencer à baisser. La crise date d'ailleurs près de ce moment-là. On date souvent la crise de 1973-74. En fait, c'est 1967 avec le ralentissement des gains de production. Pourquoi ? Parce que ce compromis qu'on a appelé fordiste sur le modèle de Henry Ford va tenir de moins en moins. C'est-à-dire que plus les gains de productivité vont ralentir, moins le patronat sera en capacité d'échanger des salaires contre de la valeur ajoutée pour ce qui le concerne, donc contre des profits. Et donc les pathologies vont déboucher sur un absentéisme, un turnover très important. Alors un turnover qu'on connaissait déjà dans les années 30. Pourquoi dans les années 30 ? Parce que la main-d'œuvre, il fallait la fixer, elle était paysanne et les paysans ne voulaient pas travailler. Il faut savoir qu'un paysan qui arrive dans une usine, c'est quelqu'un qui dit quelle horreur, il part à la campagne. Et il ne vient travailler que lorsqu'il en a besoin. Alors pourtant, on fait des efforts, on l'oblige à payer des impôts, comme ça il est obligé d'être salarié, mais il ne veut pas rester. Donc on fait venir des Polonais, des Russes, des Ukrainiens, des Italiens, qui eux se fixeront là où les Français ne veulent pas rester. Donc il y a un problème de turnover dans les années 30, qu'on résout par l'appel à la main-d'œuvre immigrée très massive, et puis vous avez un nouveau problème de turnover très important, des années 70, parce que leurs enfants ne veulent pas travailler comme leurs parents, et que les pathologies, elles sont toujours là, voire elles se multiplient, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intensifier les cadences de travail. Alors, on découvre des ressources cachées qui nous viennent du Japon, c'est le onisme, qui est généralement qualifié de toyotisme, parce que c'est expérimenté à Toyota, et on se dit, voilà, on va faire des petits groupes, on va faire des ateliers qui vont s'autogérer, qui vont avoir la responsabilité d'un processus de production, et ça ira beaucoup mieux. Alors, pendant les années 80, on nous a beaucoup
bassiné, si j'ose dire, avec ça, en disant, voilà, le problème, il est résolu. Et moi, je vous ai dit, ben non, le problème, il est toujours pas résolu. Le problème est le même aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il faut chasser le temps mort. Il faut augmenter la productivité du travail. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Alors, vous allez dire, on produit des voitures quand même, hein, comme on produit des émissions de radio. Hein, ne voyez pas quelque chose de disqualifiant à dire ça. Mais pourquoi ça marche quand même? Eh bien, ça marche parce que les salariés veulent que ça marche. Ça marche parce que ça, les sociologues l'ont découvert très vite, parce qu'il y a un écart entre le travail prescrit, c'est-à-dire ce que recommande le bureau des méthodes, et le travail effectif, c'est-à-dire ce que les salariés font réellement. Voilà. Donc, je dirais que le capitalisme fonctionne malgré lui. Il fonctionne malgré lui, mais en même temps, il ne faut pas prendre les capitalistes pour plus bêtes qu'ils sont. Finalement, ils savaient que ça ne marchait pas. Alors, pourquoi ont-ils créé des usines à forte division du travail, à forte parcellisation, alors qu'on a toujours su que ça ne marchait pas? Je vais vous donner un exemple. Le premier ouvrage de sociologie français reconnu comme tel, il est paru en 1897, c'est Émile Durkheim, et ça s'appelle justement, c'est pas du tout par hasard, de la division du travail social. Et que nous dit Durkheim? Il nous dit la division du travail est appelée se complexifier, et c'est très bien parce que ça crée une nouvelle forme de solidarité. Il appelle cette solidarité la solidarité organique. Hein. On est dépendants les uns des autres, on ne peut être que solidaires, mais dans le même temps, que nous dit-il, ça ne peut pas marcher, sauf s'il y a des organisations professionnelles. Voilà. Donc en fait, il faut de la communauté à l'intérieur de la société. Et ça, le patronat l'a très bien compris quand il dit on va faire des séminaires, on va sauter à l'élastique, on va faire du ski ensemble. Il faut créer de la communauté à l'intérieur de la société, sinon ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir une unité de production avec des gens qui sont démotivés, c'est-à-dire qu'ils font ça que pour l'argent ou que parce qu'ils sont surveillés, avec des gens où c'est chacun pour soi. Alors vous allez me dire, on a connu des situations où c'est chacun pour soi, mais vous ne faites pas une entreprise pérenne. Bien sûr, ça peut fonctionner quelque temps, mais combien de temps? Jusqu'à ce que les salariés craquent, jusqu'à ce que leur cadre craque, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, Marie Peset le raconte dans son bouquin, elle reçoit d'abord le secrétaire et puis ensuite sa patronne, donc, et puis Marie Peset elle-même craque, la psychanalyste elle-même est obligée de s'arrêter, bref, tout le monde craque. Donc ça ne peut pas tenir. Voilà. Alors, donc on voit le problème de la division du travail qui est une pathologie. Et alors, maintenant je voudrais revenir à un cas particulier. Pourquoi si tard à Radio France? Bien parce que ce dont je vous parlais, c'était le monde de la production des biens. Et dans le monde de la production des biens, c'est vrai qu'au moins sur le papier, on peut diviser le travail. Je veux dire, si vous voulez faire une voiture, si vous voulez faire une épingle, bien vous interrogez combien de tâches, combien de mouvements, vous chronométrez le mouvement, on sait faire ça. Alors, je vous dis, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne parce que les salariés veulent bien, mais sur le papier, on peut le faire. Et lorsqu'on est dans le secteur des services, eh bien, c'est beaucoup plus dur. Et alors, quand on parle du secteur des services, de quoi parle-t-on? Un magasin, un petit commerce, c'est le secteur des services. Travailler tout seul devant son ordinateur, c'est le secteur des services. Et puis travailler face au public, c'est encore le secteur des services, être en contact avec le public. Donc il y a plusieurs variations où on part de la production des biens, et on ne voit jamais un client, au secteur des services, où par exemple dans le spectacle vivant, on est immédiatement devant, non, je ne vais pas dire le client quand même, mais le spectateur. D'ailleurs, les mots sont importants, il faut s'interroger sur le sens des mots qu'on nous en substitue à un autre. Bon. Alors, là-dessus, il y a un autre éclairage qu'il nous a apporté, c'est un économiste américain qui s'appelle Stephen Martin. Il a été dicté en France en 1971. C'est un philosophe français, c'est André Gorz, qui avait réuni des textes dans un livre devenu assez célèbre et à relire, à mon avis, c'est Critique de la division du travail. Et Martin nous explique qu'en fait, on peut dire peut-être dès le XVIIIe siècle, le patronat n'a pas inventé les usines et n'a pas inventé la division du travail, la surveillance, parce que ça augmente la productivité. Il a toujours su que ça ne fonctionne pas. Il a toujours su que Adam Smith bluffe, et Adam Smith sait qu'il bluffe, et que la division du travail d'une épingle n'entraîne pas une plus grande quantité d'épingles. Et il cite des textes de l'époque, donc il raconte l'histoire, comment s'est construit le capitalisme à partir du putting out system, c'est-à-dire le capitalisme qui dépose la matière première chez un artisan qui vient récupérer le produit fini, jusqu'au moment de la fabrique. Et Stephen Martin nous explique, document à l'appui,
que la vraie raison, c'est pas l'augmentation de la productivité, parce que si c'était vrai pour une même quantité de facteurs de production, on aurait une production plus élevée. Non seulement ce n'est pas vrai, mais en plus on est obligé d'embaucher des contremaîtres. C'est la différence. Dans le système où on laisse les artisans produire pour soi, il n'y a pas de contremaître. Donc là, en plus, il faut embaucher des contremaîtres. La vraie raison, elle est politique. La vraie raison, c'est le contrôle social de la main-d'œuvre salariale. Parce que sinon, il n'y a pas plus de productivité. Et donc là, la vraie question politique, et c'est donc un choix de société, c'est quel contrôle, et quand je dis quel contrôle, je vois ça jusqu'à aujourd'hui, faire des salariés. Alors, bien sûr, il faut chasser le temps mort, il faut éviter les doublons, tout ça vous connaissez, il faut rationaliser les activités, être plus efficace. Mais c'est quoi être efficace? L'efficacité du patronat, c'est pas l'efficacité du salarié. Je vais vous dire, par exemple, qu'est-ce que l'on appelle un facteur de production égal? Si ma condition de travail se dégrade, je ne peux pas dire c'est un facteur de production égal. C'est-à-dire le facteur travail, lorsqu'il travaille dans des conditions dégradées, c'est pas un facteur de travail égal. Donc, il n'y a pas gain de productivité s'il y a cette dégradation des conditions de travail. Alors, donc, là, on est dans un... Maintenant, je passe à la question des services, y compris services sociaux publics. Et là, il nous faut une théorie de la bureaucratie qu'on va trouver chez Max Weber, à savoir que si la bureaucratie est antérieure au capitalisme, il y a une bureaucratie chinoise, il n'y a pas de capitalisme sans bureaucratie. C'est-à-dire, et là, c'est aussi contraire à son idée d'efficacité. Vous savez, ce qui est à la mode, c'est faire des agences. Alors, il y en a à l'université, il y en a à l'hôpital, faire des agences qui sont chargées de faire des enquêtes pour savoir si les gens travaillent bien, de faire des appels à contrat. Bon, ce sont des usines à gaz, et on peut se dire que c'est complètement irrationnel. Nous, ça s'appelle des audits. Des audits aussi. Des audits, on peut faire n'importe où. Alors donc, il faut une théorie de la bureaucratie comme activité séparée du tertiaire d'organisation. La bureaucratie, c'est pas à l'origine un terme péjoratif, ça existe partout. Vous avez une bureaucratie d'État, des bureaucraties dans les entreprises, des bureaucraties dans les partis politiques, des bureaucraties dans les syndicats. Donc c'est une activité finalement qui se reproduit même, qui se donne ses propres tâches et qui se justifie par ses propres tâches. Et quand je vous dis qu'il faut avoir une théorie de la bureaucratie, c'est que Max Weber la définit plutôt bien. Il dit bien, ce sont des règles impersonnelles, des règles de promotion, d'avancement, avec des règlements. Bon. Et il voit bien le problème parce qu'on a eu la révolution russe et donc la dégénérescence du parti bolchevique avec la bureaucratie qui ouvrait tout, c'est que la bureaucratie pose le problème du pouvoir. C'est-à-dire, elle revendique le pouvoir pour son propre compte, ou bien un autre partage du pouvoir avec l'État au service duquel elle est supposée être. Et ça, c'est très important pour comprendre la dégénérescence de certains partis politiques et de certains syndicats. Et là-dessus, je vous renvoie à une lecture qui est tout à fait passionnante. C'est celle de Roberto Michels. En fait, il s'appelait Roberto Michels au début, c'est un Autrichien. Il connaissait très bien la France, il a vu la naissance du Parti socialiste français. Il connaissait très bien le milieu socialiste français. Et c'est à lui que l'on doit la loi d'airain de l'oligarchie, à savoir l'autonomisation de l'appareil, qui à l'origine, par exemple, est au service du mouvement ouvrier, et qui à la fin travaille pour son propre compte, pour sa propre reproduction, et pour sa propre carrière. Alors, comprenez pourquoi c'est utile pour nous, parce qu'il y a des forces qui agissent pour elles-mêmes, en plus des forces capitalistes, et on comprend mieux les divisions syndicales, si on a cette théorie-là. Sinon, on est opinion contre opinion, les gens raisonnables contre les gens déraisonnables, on n'avance pas beaucoup. Voilà. Alors, très vite, puisque je vois que j'ai plus que 1 minute 30, pourquoi à la fin c'est nous qu'on gagne? Bien tout simplement parce que la société le permet, et ça on l'oublie trop souvent. On est tellement intégré, je ne sais pas si je vais être méchant avec France Inter, non, si. Bon, donc je disais à Aline que j'avais cessé d'écouter France Inter à cause de Jean-Marc Sylvestre en 1995. Parce que j'en ai marre d'écouter tous les matins dire qu'on avait tort d'aller dans la rue manifester parce que la retraite, il fallait forcément en élever l'âge, forcément élever la durée de contribution. Bon. Donc, voilà, pourquoi est-ce que ce discours-là existe? Je vous l'ai dit, parce qu'il existe une bureaucratie qui a ses propres intérêts. Et pourquoi on va gagner? Eh bien parce que justement, on peut payer les retraites. Mettons-nous en 1944, au moment des fameuses ordonnances sur la sécurité sociale. Mais la France n'avait les moyens de rien. Pourquoi? Parce que le gâteau était tout petit. Or, depuis, le gâteau, je ne sais plus combien il était multiplié, je me souviens dans les années 80, on avait dit, tiens, c'est marrant, en 20 ans, le PIB ça a été multiplié par 2.
Voilà, donc c'était 70-90, le PIB était multiplié par 2. En 70, il était déjà important. Donc en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la France est colossalement riche. Moi, j'animais des stages syndicaux d'économie, j'avais des syndicalistes devant moi. Et alors, ça foutait un peu mal parce qu'ils sortaient de leur usine, hein, ils avaient donc un congé syndical sur leur temps de travail, et je leur disais pourquoi sommes-nous si riches. Là, ils me regardaient, ils me disaient non, Jean, t'exagères, on n'est pas si riches que ça. Je dis non, non, je ne parle pas de nous individuellement. La nation. En fait, évidemment, on va nous parler du ratio actif-occupé sur l'ensemble des inactifs. On va dire, vous voyez la part du PIB que ça prend, c'est pas possible, etc. Non, quand on parle de ratio, on est effectivement sur une règle qui avait été mise en place en 1944-1945, le rapport entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais il n'est pas dit que la règle d'indemnisation, les règles de rémunération soient toujours les mêmes. Ce qu'il faut voir, c'est de quoi nous sommes capables. Il faut comprendre qu'en un siècle, on a divisé le temps de travail annuel par 2. On travaille à mi-temps par rapport à nos grands-parents. Okay. Or, ce mouvement peut se poursuivre, et il doit se poursuivre. On est, je ne sais même pas, j'ose plus dire à combien de millions de chômeurs on est. Donc on voit bien qu'il y a un problème, le temps de travail n'est pas partagé. Donc pour résumer, je conclue là-dessus, on a un PIB énorme, c'est-à-dire une capacité de redistribution qui est énorme, et d'un autre côté, on a un travail à partager. Or aujourd'hui, mais là je vais vous passer pour complètement fou, mais ça fait longtemps que j'y tiens, pas passer pour fou, mais à le dire. Ce qui est raisonnable, c'est le passage aux 30 heures tout de suite. Ce qui est déraisonnable, c'est de repasser à 30, 40 heures et plus. Pourquoi ? Bien parce que si on allonge le temps de travail, c'est sûr que le chômage il s'amplifie et on ne pose pas la question de la redistribution des richesses. Or, sans redistribution, partage du temps de travail radical, d'une part, ça ne marche pas, vous ne créez pas d'emploi, hein. Vous passez de 39 à 38, 38, vous ne créez pas d'emploi, et vous ne posez pas la question du partage du temps de travail, alors qu'il est nécessairement posé par la réduction du temps de travail.